Quand une entreprise publie ses meilleurs résultats de croissance depuis 3 ans, bat les attentes des analystes, maintient une marge opérationnelle de 68% et annonce un programme de rachat d'actions de 20 milliards de dollars, la réaction instinctive est simple. Belle entreprise, tout va bien, peut-être une opportunité. Et dans le cas de Visa ce trimestre, cette réaction n'est pas entièrement fausse. Les résultats sont excellents. Mais aujourd'hui, je vais vous amener au-delà de ce constat. Parce que Visa est l'un de ces rares business dont la compréhension profonde révèle quelque chose de fascinant sur ce qu'est vraiment un avantage concurrentiel durable. Et cette compréhension change radicalement la façon dont vous évaluez ce que vous achetez réellement quand vous achetez une action de Visa. Donc, commençons par une question que la plupart des gens ne se posent jamais. Comment Visa gagne-t-elle vraiment son argent? Enfin, dans jamais, je sais que j'exagère, d'accord, mais il faut qu'on commence par là. Qu'est-ce que Visa fait réellement? La réponse surprend souvent les débutants, parce que Visa n'est pas une banque. Elle ne vous prête pas d'argent. Donc, quand je dis n'est pas une banque, c'est parce que American Express en est une. Visa et Mastercard ne sont pas des banques. Donc, American Express en est une. C'est même peut-être même un avantage encore aujourd'hui. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Mais Visa n'est pas une banque. Elle ne vous prête pas d'argent. Elle ne prend pas de risque de crédit si vous ne remboursez pas votre solde. Ça, c'est le problème de votre banque et non de Visa. Visa, c'est un réseau. Un réseau qui connecte les commerçants, les banques émettrices de cartes et les banques qui traitent les paiements des commerçants. Chaque fois que vous utilisez votre carte Visa pour payer, Visa prélève une fraction de la transaction. On parle de quelques centièmes de pourcent par transaction, mais multiplié par des milliards de transactions quotidiennes à travers le monde, ça devient une machine à cash extraordinaire. Ce modèle a une propriété remarquable. Les coûts de Visa n'augmentent presque pas quand les volumes de transactions augmentent. Traiter 1 milliard de transactions ne coûte pas 10 fois plus cher que d'en traiter 100 millions. C'est ce qu'on appelle le levier opérationnel. Et c'est ce qui explique cette marge opérationnelle de 68%, un chiffre qui n'existe presque pratiquement nulle part ailleurs dans l'économie mondiale. Bon, encore une fois, à quelques exceptions près. Maintenant, regardons les résultats de ce trimestre avec cette compréhension en tête. Les revenus ont atteint 11,2 milliards de dollars en hausse de 17% par rapport à l'année dernière. C'est 4% au-dessus de ce que les analystes anticipaient et c'est la croissance la plus forte depuis 2022. Mais d'où vient exactement cette croissance? Trois moteurs se distinguent. Alors, le premier, c'est le traitement des données qui a progressé de 18% à 5,5 milliards de dollars. C'est le cœur du business. Chaque transaction traitée sur le réseau Visa génère des revenus. Quand les volumes augmentent, les revenus augmentent mécaniquement. Le deuxième moteur, c'est ce qu'on appelle les autres revenus qui ont bondi de 41% à 1,3 milliard de dollars. Ce chiffre reflète l'expansion des services à valeur ajoutée que Visa vend en plus de son réseau de paiement de base. Des outils de prévention de fraude, des services de données et d'analyse, des solutions de tokenisation pour sécuriser les paiements en ligne. Ces services sont importants parce qu'ils représentent une nouvelle couche de revenus qui ne dépend pas uniquement du volume de transactions. Le troisième moteur, c'est le volume transfrontalier qui a progressé de 11% à taux de change constant. Les paiements internationaux sont particulièrement lucratifs pour Visa parce qu'ils génèrent des frais plus élevés que les paiements domestiques. Quand vous utilisez votre carte Visa en voyage à l'étranger, Visa gagne plus que quand vous l'utilisez au supermarché du coin dans votre pays d'origine. Enfin, le pays ici des missions où la carte a été émise. Donc, il y a un détail dans ces résultats que je veux souligner parce qu'il révèle quelque chose d'important sur la résilience du Visa. Les analystes anticipaient, pas anticipaient, mais les analystes s'inquiétaient de deux choses avant la publication de ces résultats. Premièrement, l'incertitude géopolitique mondiale avec les tensions commerciales et les conflits en cours aurait pu freiner les voyages internationaux et donc les paiements transfrontaliers. Deuxièmement, la montée de l'intelligence artificielle dans le secteur financier soulève des questions sur la durabilité du modèle de Visa à long terme. Aucune de ces deux inquiétudes ne s'est matérialisée dans les chiffres. Le volume transfrontalier a accéléré, les marges ont tenu et la croissance était géographiquement diversifiée avec l'Amérique latine en tête à 14%, suivi de l'Europe centrale, Moyen-Orient et Afrique à 13% et l'Europe à 11% et les États-Unis ici qui accélèrent à peu près à 8%. J'ai dit Europe centrale et Europe. Normalement, quand on dit Europe centrale, Moyen-Orient et Afrique, c'est la région ici CEMEA, selon la segmentation géographique ici
de Visa. Donc, ce n'est pas une erreur. C'est bien Europe centrale, Moyen-Orient et Afrique, tous réunis à 13%, Europe à 11%, et les États-Unis qui accélèrent à 8%. Cette résilience géographique est un signal important. Elle suggère que la demande pour les paiements électroniques continue de croître de manière structurelle dans des marchés émergents indépendamment des turbulences macroéconomiques de court terme. Maintenant, parlons du sujet que tout le monde dans le secteur financier discute en ce moment. L'intelligence artificielle représente-t-elle une menace pour Visa? C'est une question légitime et je veux répondre honnêtement. La thèse de la menace ressemble à ceci. Si l'IA permet de créer de nouveaux systèmes de paiement qui contournent les réseaux traditionnels comme Visa, le volume de transactions sur le réseau Visa pourrait progressivement décliner. Des projets de paiement basés sur la blockchain, des systèmes de paiement directs entre les banques ou des solutions de paiement intégrées dans des assistants IA pourraient théoriquement réduire la dépendance au réseau Visa. La réalité pour l'instant est très différente. Visa traite des milliards de transactions par jour avec un taux de disponibilité proche de 100% et un réseau de sécurité que pratiquement aucun système alternatif ne peut reproduire à cette échelle aujourd'hui. Le réseau Visa est connecté à des centaines de milliers de banques, des dizaines de millions de commerçants et des milliards de porteurs de cartes dans pratiquement tous les pays du monde. Construire une alternative qui atteint cette échelle et cette fiabilité prendrait des décennies, mais ignorer complètement cette question serait une erreur. Les avantages concurrentiels qui semblent imprenables ont parfois des failles qui n'apparaissent que rétrospectivement. C'est exactement pourquoi l'investisseur rigoureux doit se demander si le mode de Visa se renforce ou si les signaux d'érosion commencent à apparaître, même imperceptiblement. Enfin, parlons de l'allocation du capital parce que c'est un élément révélateur de la philosophie de gestion de Visa. Le conseil d'administration vient d'autoriser un nouveau programme de rachat d'actions de près de 20 milliards de dollars. C'est considérable. Et ça dit quelque chose de précis sur la façon dont Visa pense à son propre business. Et quand je dis Visa, je parle du management de Visa. Donc, quand une entreprise rachète ses propres actions, elle fait implicitement deux affirmations. La première, elle n'a pas trouvé de meilleure façon d'investir ce capital pour créer de la valeur. La deuxième, elle pense que ses propres actions sont sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque. Dans le cas de Visa, ce choix est cohérent avec son modèle économique. Le business ne nécessite pas d'investissement massif en infrastructure pour croître. Il n'y a pas d'usine à construire, pas de stock à financer, pas de capex lourd et le cash s'accumule naturellement et rapidement. Le reverser aux actionnaires via des rachats d'actions est une décision rationnelle d'allocation du capital pour une entreprise dans cette position. Voilà ce qu'on retient de tout ça. Donc, Visa est l'un des exemples les plus purs de ce qu'on appelle un business asset light avec un mode exceptionnel. Son modèle économique génère des marges élevées parce que les coûts n'augmentent presque pas avec les volumes. Sa croissance est géographiquement diversifiée et structurellement ancrée dans la transition mondiale vers les paiements électroniques, un mouvement de fond qui est encore loin d'être terminé. Mais comprendre tout ça, ce n'est que la première partie du travail analytique. La deuxième partie, c'est de se demander si le mode extraordinaire va tenir face à l'évolution technologique du secteur financier. Et la troisième partie, c'est d'évaluer si le prix que vous payez aujourd'hui reflète correctement ces perspectives, ni trop optimistes, ni trop pessimistes. C'est exactement ce que le Prompt Top Invest, le mot est-il en expansion ou en déclin, est conçu pour vous aider à faire rigoureusement. Il vous force à évaluer si les avantages concurrentiels de Visa se renforcent avec le temps, si les effets de réseau continuent de s'approfondir ou bien de s'étendre, et si les nouvelles technologies représentent une menace réelle ou un bruit de fond que le réseau Visa peut absorber sans dommage structurel. Parce que Visa est précisément le type d'entreprise dont la thèse d'investissement semble évidente en surface. Et c'est exactement pour ça qu'elle mérite d'être analysée avec la plus grande rigueur. Le lien vers la bibliothèque de Prompt ici se retrouve dans le groupe School, donc le lien du groupe School est en description de cette vidéo. Maintenant, passons à l'analyse quantitative qui est selon moi la partie la plus facile, celle qui va nous prendre 2 secondes. On fait simple. Visa, ticker symbole V. C'est un business qui va avoir tendance à se négocier à combien de fois les bénéfices. Je ne vais pas revenir sur les marges, etc. On a déjà fait ça des centaines de fois, même pour ne pas dire des milliers de fois sur cette chaîne. Donc, pour moi, Visa, c'est un business, vu la croissance actuelle, qui peut se négocier entre 20 et 25 fois les bénéfices. OK? Donc, si on fait un tour d'horizon des marges ici rapidement, vous avez des marges nettes qui sont premièrement stables. Vous avez des marges de free cash flow qui sont de l'ordre ici
de 55%. Donc, tout est fait ici pour que ce business négocie à des marges très élevées. Dette nette sur EBITDA, c'est un business qui n'est presque pas endetté. Visa, vous vous rendez compte, à presque 5 milliards de dettes, grosso modo. Si on regarde ici le free cash flow en termes de volume que l'entreprise génère, elle génère près de 24 milliards de free cash flow. Et encore, ça date du mois de janvier 2026. Donc, presque rien du tout. Des peanuts, des boutilles. Donc, 25 fois les bénéfices, qu'est-ce que ça donne? Je prends Visa, ticker symbole V, et tout ce que je dis ici, je pense que Mastercard va bénéficier des bons résultats de Visa, et ça ne m'étonnerait que Mastercard ait des résultats moins intéressants que Visa. Alors, ce que ça va me donner ici, on ferait 25 fois les bénéfices ici. Je peux prendre les bénéfices ajustés comme je peux prendre les free cash flow ici. Les deux façons vont dans le même sens, donc je vais plutôt prendre ça comme ça. Dans 25 fois les bénéfices ici, ça donne à peu près un prix aux alentours de 411 $. Je ne prends pas ici la dette nette, ça ne sert strictement à rien du tout. On me dit ici, comme nous avons une entreprise qui peut redistribuer à peu près 16,48 $ par action. Par rapport aux attentes de 2028, c'est un business assez prévisible. 100% du temps, ici, les analystes ont raison. Par rapport au prix actuel qui est à peu près à 309 $, ici, ça donne à peu près un rendement sur coût de 5%. Si on regarde bien le forecasting ici, les analystes, est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes? Ils sont optimistes de manière générale. Il y a 6 mois, c'était 16,24 $. Aujourd'hui, c'est 16,47 $. Ici, par rapport à 2027, c'était 16 $ à 14,40 $. Aujourd'hui, c'est 14,57 $. Et ça pourrait également changer parce que je pense que la mise à jour n'a même pas encore été effectuée. Et vous avez vu ici que Visa a eu d'excellents résultats. Donc, il y a de fortes chances que les attentes ici, soit les analystes ici relèvent également leurs attentes. Donc, je mettrai en price target, disons, 412 $ l'action. Donc, 412 $ l'action, nous parlons de Visa, dont ticker symbole V. On va directement 412 $. La dernière fois, on était à 362 $. Vous voyez, ça change très rapidement. 412. Et je pense que l'entreprise est déjà sous-évaluée à cette période-là. Donc, ça date ici du mois de septembre 2025. Donc, ça tombe bien. On effectue la mise à jour. Bim, badaboum. Donc, pour nous, Visa, au prix actuel, ça reste un business intéressant. Et comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, vous avez le lien vers le groupe School pour accéder ici à la bibliothèque de Prompt. Et pour le reste, ici, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous prochainement. Merci, au revoir. Je n'ai pas parlé du dividende. Est-ce que ça vaut la peine d'en parler en fait? Tirer les conclusions qui s'imposent. On a 5% en 2028, on verse à peu près 0,87. Donc vous voyez déjà ici qu'il y a de fortes chances que ça continue à croître. Et encore, il faut regarder le shareholder yield, donc prendre en considération ici le rachat d'actions pour tirer des conclusions. Merci, au revoir.